c'est la maison à Montréal, la plus ancienne, encore habitée par les mêmes propriétaires. C'est quelque chose. Une maison, parfois, change de propriétaire, mais donc ici, nous sommes les mêmes, les prêtres de Saint-Sulpice, n'est-ce pas? Et puis, comme les Sulpiciens ont été les seigneurs de l'île de Montréal à partir d'une certaine époque, eh bien, ils étaient presque tous à Montréal, on pourrait dire. Il fallait organiser la ville de Montréal. Alors, le bâtiment a été inauguré en 1685, mais sa construction a commencé aux alentours de 1683, après l'achèvement des travaux de la première église de Montréal. Quelles sont les caractéristiques du vieux séminaire de Saint-Sulpice? En fait, le vieux séminaire de Saint-Sulpice, c'est un hôtel particulier parisien construit en Nouvelle-France, dans un pays assez sauvage à l'époque, où il y avait encore une forêt à l'emplacement où on est. On était en plein champ. Et donc, l'édifice est construit selon un plan français, d'une maison chic française, mais avec des matériaux d'ici. Donc, avec la pierre des champs, avec les poutres faites avec les pins qui se trouvaient dans la montagne, et qui étaient sciés, coupés et amenés immédiatement au séminaire pour la construction. Même chose pour la pierre des champs, le mortier. Et c'est les éléments, en fait, les plus importants de la construction du séminaire. La couverture de bois du séminaire est recouverte par un revêtement d'ardoise, ce qui était typique durant la Nouvelle-France des édifices nobles. Donc, à peu près toutes les maisons étaient recouvertes avec des planches de bois, ce qui est le cas du séminaire. Mais dans le cas des nobles, on ajoutait de l'ardoise qui devait venir de France, parce que l'ardoise d'ici n'était pas exploitée à ce moment-là. L'horloge, dans les sociétés traditionnelles, est très importante parce que c'est le seul moyen de réunir la population. Donc, quand les gens sont dispersés, par exemple, Montréal, c'est une île, le son des cloches permet de donner le signal parce que les gens n'ont pas de montre, donc c'est très difficile de synchroniser les gens. Donc, on ne peut pas organiser des événements comme des messes, des marchés publics, des rassemblements, même quand il y a des incendies, on ne peut pas rassembler les gens sans avoir un signal que tout le monde entend. Il y avait beaucoup d'incendies à Montréal et les incendies se propagent par les tisons qui sortent des cheminées, qui tombent sur les toitures, qui s'embrassent parce qu'on a des toitures en bardeaux de cèdre, donc c'est du bois. Alors, pour prévenir les incendies, un édit royal a exigé que toutes les maisons aient un toit ou un plancher de grenier en tomate d'argile. Donc, ce qui permettait aux charpentiers et aux gens de venir détruire, de démonter la structure du toit, puis protéger en fait les bâtiments le plus possible. Est-ce qu'il est vrai de penser qu'on est dans un des plus vieux jardins de l'Amérique du Nord? Bien sûr, c'est le jardin, un des plus anciens jardins du régime français, donc avec son aménagement qui remonte au milieu du 17e siècle, donc à partir de 1685. On a commencé à aménager le jardin, style jardin français un peu à la Versailles. C'est un mini Versailles avec des allées, une structure en forme de damier, avec des allées principales, un espace de recueillement, un espace de promenade également, avec un aménagement aussi là, pour un jardin potager, parce qu'il fallait aussi avoir une certaine autonomie au niveau de la subsistance alimentaire. D'où vient le terme Saint-Sulpice? Saint-Sulpice, c'est parce que notre fondateur, qui s'appelait Jean-Jacques Ollier, était curé de la paroisse de Saint-Sulpice à Paris, qui existe bien sûr encore, une des grandes églises de Paris. Et puis, la coutume a prévalu que les gens qui fréquentaient Saint-Sulpice, où notre fondateur a commencé un premier séminaire pour former des prêtres, alors ça s'est appelé les gens de Saint-Sulpice, les Sulpiciens, les gens de l'église Saint-Sulpice. Et puis, ce qui nous amène à dire que notre fondateur, il a fondé la communauté, c'était pour la formation des prêtres en premier lieu. Mais il a été interpellé par M. de la Dauversière, qui l'a invité à envoyer des Sulpiciens ici pour soutenir la colonie, mais aussi se charger de la colonie de Montréal avec les argents. C'est comme ça qu'ils sont devenus les seigneurs de l'île de Montréal. Mais être les seigneurs, c'était pas nécessairement faire les seigneurs et puis se faire servir et tout. C'était servir beaucoup, c'était faire les puits, les moulins qu'il fallait, faire les rues, construire des églises, tout ça.
Alors ici, on a entre autres les cartes et plans. On a mentionné que les Sulpiciens avaient comme responsabilité de développer les rues et offrir en fait des terrains aux colons qui arrivaient. Donc on a ces exemples-là. Ils demandaient à des arpenteurs de faire l'arpentage et à des ingénieurs aussi de développer les différents services. Mais ici, on a un exemple d'un développement de l'urbanisation. Donc on parle de la rue des Jurés ici. Alors, puis on voit un peu rapidement les occupants. Là. Ici, il y a une maison de briques à 3 étages, il y a un passage, il y a une cour. Et ici, sur le site, combien d'archives que vous possédez? On conserve environ 1 kilomètre de documents d'archives concernant la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice exclusivement. Puis on compte à peu près 8000 cartes et plans, peut-être environ 200 000 documents iconographiques, donc photographies, négatifs, diapositives. Est-ce qu'on peut dire que les Sulpiciens ont joué un rôle primordial? Bien, les Sulpiciens ont amené plus que l'architecture, plus que la religion. Ils ont amené une culture européenne à Montréal. Donc, ils ont amené des livres, ils ont amené l'enseignement, ils ont amené la musique, entre autres. Élisabeth Galamorin, la grande musicologue, a retrouvé le livre d'orgue de Montréal. Donc, on connaît même la musique qui se jouait dans la première église de Montréal. Ils ont laissé une marque indélébile sur l'esprit même de ce qu'est Montréal.